Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux focus. Le plus dur après un échec, c'est Gilles Christ de se Redoubler. relever. Un point pour Gilles Christ pour tout à l'heure. Non, je rigole. En 2002, une main a été tendue fermement à un pays. Ce pays s'y est accroché et il s'est relevé, a repris sa marche vers les sommets. C'était naturellement la main de Scolari, sélectionneur du Brésil. Après la finale perdue face à la France en 98, il a conduit les siens vers ce 5e sacre. Pourtant, Raphaël, quand il a repris l'équipe, on avait des sceptiques à l'époque et certains qui se disaient ouais, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à nous amener à la 5e ? Déjà, on prend le contexte en 2001, le Brésil ne va pas bien du tout. Ils sont pas du tout considérés comme le potentiel victorieux de la Coupe du Monde. On sait que Ronaldo, pendant 2 ans, il a quasiment pas touché un ballon en compétition. Donc il y a tout ça. Il y a le fait également qu'il y a eu un petit roulement des entraîneurs avec Luxembourgo et Leao. Donc Scolari qui reprend vers la fin des éliminatoires. Après, il y a une série de petites situations un peu cocasses, que ce soit la blessure un peu insolite de Emerson la veille de la Coupe du Monde, où il veut jouer le rôle de Dida au but et il se pète l'épaule la veille du début de la Coupe du Monde. D'ailleurs, la fameuse anecdote avec Ricardinho qui a été appelé alors qu'il était en vacances au bout du monde, il est arrivé au pied levé. C'est clair, et c'est même pas en remplacement poste pour poste. C'est même pas en remplacement poste pour poste. Après, il y a aussi la malheureuse anecdote de Jamila qui, 5 jours avant l'annonce de la liste des 23, qui met un coup de tête avec son coach de la Corogne, donc Kaka, qui a été appelé à le remplacer. Donc on se rend compte que le football, ça peut aller très vite, parce que peut-être que la carrière de Kaka n'aurait pas évolué de cette manière par la suite, qui sait. Enfin bref. Mais pour les éliminatoires, c'était compliqué. Le Brésil qui finit 3e, mais qui a attendu la victoire contre le Venezuela au dernier match pour assurer sa qualification, c'était très compliqué. Beaucoup de critiques. Un système qui a beaucoup changé. Par la suite, il a joué avec un système avec 3 défenseurs. Enfin, c'était vraiment l'inconnu. Et surtout la star, Ronaldo. On a pris Ronaldo qui n'a pas joué depuis 2 ans, et on n'a pas pris Romario. Scolari a pas pris Romario malgré la pression médiatique et même politique, parce que le président de l'époque avait insisté pour que Romario fasse cette Coupe du Monde, déjà qu'il n'avait pas été présent 4 ans plus tôt. Donc en contexte, je pense que même le contexte de Jacquet 98 était... c'était encore pire. Enfin voilà, il y avait aucun signe vert. Et l'histoire d'une compétition d'1 mois fait tout oublier ces années de galère, et c'est ce qui rend ce trophée encore plus légendaire pour le Brésil. La composition du groupe brésilien, c'était lunaire. Des 23, oui. En fait, je suis un peu... J'aimerais qu'on revienne d'abord donc sur les 23 Brésiliens donc pour le mondial. Après, je sais pas dans quel ordre on veut le faire. Si on veut parler donc des joueurs qui ont fait les éliminatoires. Hein ? Oui, peut-être. Ouais. Comme tu veux. C'est comme tu veux. Ouais, donc on parle des mecs qui ont les éliminatoires ouais. Entrer en Coupe du Monde. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Non mais parce qu'en fait moi j'ai noté en fait par rapport aux joueurs qui ont joué titulaires en fait dans... T'as fait ton Damas là. Exactement. J'ai noté. Voilà. Faut en parler. J'ai noté, donc j'ai regardé tous les 11 titulaires donc lors de la campagne des qualifications. Donc des joueurs qui sont pas allés à la Coupe du Monde mais qui ont été titulaires sur des matchs. Donc on a pu voir Jardel, Savio, Alex, Antonio Carlos, França, Fabio Conceição, Zé Roberto, Djalminha, comme on disait tout à l'heure, Evan Nilsson, Amoroso. Beaucoup de joueurs passés par Leverkusen là-dedans. Exactement, Amoroso. Elbert aussi. Elbert qui a été là aussi, donc Marcos Assunção, là, le tireur de coup franc du Betis Séville. Exactement. Romario qui a marqué 8 buts quand même dans les qualifications en Coupe du Monde. Donc il est co-meilleur buteur du Brésil avec Romario, avec Rivaldo, pardon. Il y a Kleber, il y a Silvinho, il y a Juninho Pernambucano qui joue titulaire contre le Venezuela. Ouais. Il y a Alessandro, il y a César, il y a Léonard, Marcelinho, l'ancien Marseillais là. Qui a joué à Marseille, qui a joué aussi au Hertha Berlin. Il y a Everton donc Everton de Dortmund. Exactement, Everton, ouais. Exactement. Il y a, comment ils disent les Brésiliens, Washington, voilà, Washington en fait. Washington, ouais. Mais ils le disent avec un accent, c'est incroyable les Brésiliens. Il y a Chris aussi. Ouais, mais il était au début, mais oui. Non, il est là aussi à la fin parce qu'il marque contre. Non, mais au début il était jeune, je veux dire, c'était pas le Chris, le policier lyonnais. Oui, mais il a été lancé, il a joué, et donc il a marqué contre l'Argentine.
en Argentine. Et après, peut-être que c'est ça aussi qu'il a éliminé. Mais quand tu dis tout ça, ça montre déjà le pléthore de joueurs qu'il y avait. Et en plus, quelque chose ça montre aussi le bordel qu'il y avait aussi. Oui, en c'est plus, ça, aussi, oui, mais c'est les deux. Faire. Mais tu te rends compte des 3 gardiens pour la Coupe du Monde, que ce soit Rogério Ceni, Dida ou Marcos, les 3 jouent au Brésil. C'est rare. Enfin, moi, j'ai Pas rare, mais avec l'équipe nationale du Brésil. c'est pas rare parce que souvent à chaque fois qu'il y a les listes qui vont en Coupe du Monde, il y a tout le temps. Alors avant c'était vraiment le cas où tu avais 13-12 joueurs qui jouaient dans le championnat local. Par la suite, on se rend compte que souvent les seuls joueurs qui jouent au Brésil, c'est les gardiens de but. Alors peut-être pas pour la 2018 parce qu'il y a Ederson. Mais là, les 3 gardiens ont le même âge, hein. Donc il n'y a pas de rapport de subordination. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare quand même. Mais c'est vrai que c'est intéressant la liste que vient de faire Gilles Christ parce que c'est aussi quelque chose qu'on va voir par la suite, notamment à la Copa Libertadores, la Copa América que va jouer Scolari. Il va tester beaucoup de joueurs qu'il ne prendra pas à la Coupe du Monde. Comme Adriano qui est arrivé par la suite aussi. Adriano ne joue pas la Copa América. 2004 Non, je te parle de 2001. 2001, oh là là. Avec Scolari. Désolé. Scolari. Donc c'est vraiment, il y a vraiment, c'est une des lectures que tu dois faire. Soit, bien sûr. d'une part, on se rend compte que quand on regarde clairement le nombre de joueurs utilisés à la fin des années 90 et début des années 2000, il y a une pléthore incroyable de très haut niveau. Mais en même temps, comme disait Chris, est-ce que c'est pas aussi inquiétant? Ça veut dire qu'à un moment donné, les Brésiliens, sur ce laps de temps qui est très court, hein, on parle de 12 mois maximum, on est incapable de sortir un groupe. Et quand on se rend compte qu'à la Coupe du Monde, il y a même des joueurs qui vont être les plus importants, qui ne sont même pas mentionnés dans ces... Je parle de Ronaldo et notamment Gilberto Silva. Ça veut dire que quand on va aller gagner la Coupe du Monde, ça va être avec des joueurs qui ne vont même pas être utilisés durant cette période où, en fait, il se teste, où il essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les coachs prédécesseurs et comment moi je vais faire pour gagner la Coupe du Monde, parce qu'il n'avait qu'une seule idée en tête, Scolari, gagner la Coupe du Monde. Alors, heureusement qu'il y va avec l'envie de gagner le mondial quand même. Heureusement qu'il y va pas pour faire de la figuration. Je dis ça pourquoi? C'est Parce une image, qu'il y a quand même 4 entraîneurs. C'est pour ça que j'utilise pour relancer le débat derrière. Parce que petite question comme ça tu pourrais y répondre. Parce que quand on amène Scolari comme ça, qu'on le met sur le banc de la Seleção, c'est pas forcément le mec qui pour le grand public va pouvoir aller chercher cette Coupe du Monde là. Mais c'est surtout que Scolari à l'époque il avait encore rien prouvé à l'échelle internationale. Mais après disons qu'il a un vécu avec Palmeiras, avec Grêmio qui fait qu'au Brésil national. Mais il gagne la Copa Libertadores 99. Oui, mais national. En club, mais c'est la légende, ça pose un CV quand même. Mais la légende Scolari a officiellement commencé en 2002, on peut pas dire. Oui, mais clairement, mais comment un entraîneur de sélection peut asseoir sa légende, si ce n'est que dans les compétitions internationales, donc internationales comme la Coupe du Monde. Donc lui, pour asseoir sa légitimité en club, il a déjà fait du travail. Il est passé dans tous les clubs où il est passé, que ce soit dans les clubs au Brésil où il a toujours gagné, que ce soit sur la scène nationale ou internationale. C'est ce qui a fait que voilà, on a dit que voilà, c'est l'homme qui va nous aider à faire quelque chose déjà pour nous qualifier. Après, pour aller en Coupe du Monde, ce sera différent. Et notamment quand on voit le groupe qu'il a constitué avec on va dire le contexte favorable dans lequel il a pu justement faire en sorte que ce groupe puisse évoluer pour aller à la Coupe du Monde, notamment en se passant de Romario qui est même allé jusqu'à pleurer devant à la télé brésilienne pour demander son retour. Demander de son retour pour aider l'équipe. On voit qu'il y a vraiment une vraie force de conviction et aussi une légitimité sur laquelle il s'assoit par rapport à son vécu en club. C'est pour ça que c'est pas évident en fait. Quand je dis il veut absolument gagner la Coupe du Monde, évidemment c'est le Brésil, il le dit lui-même, les Brésiliens n'ont pas le droit d'être deuxième. Et ce qui est intéressant, c'est que le contexte n'est absolument pas favorable pour que le Brésil gagne la Coupe du Monde avec Scolari à sa tête. C'est le 4e entraîneur en un laps d'une dizaine de mois, et c'est un joueur qui va mettre de côté Romario, par exemple. Et c'était vraiment inconcevable. Chris l'a rappelé tout à l'heure, il termine meilleur buteur brésilien à égalité avec Rivaldo avec 8 buts. On peut pas se permettre. Moi, j'arrive pas à concevoir aujourd'hui qu'on mette pas Romario dans la liste. Et les Brésiliens non plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Scolari sortait dans la rue, il pouvait se faire agresser à n'importe quel moment. Les gens le huaient, les gens le bousculaient parce qu'ils ne prenaient pas Romario. Justement, en plus pour un joueur qui a 35-36 ans quand même, donc à l'époque. Donc c'est-à-dire que voilà, donc c'est pour dire que à quel point on doit rappeler des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 1990, même 90, il était là en 90, il était sur le banc. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un qui était là dans le siècle précédent, donc voilà, donc en 90 en Italie, pour
jouer la Coupe du Monde 2002, Et ça veut dire qu'on était le vraiment défi- dans une... Le défi auquel a dû faire face Scolari à ce moment-là est extraordinaire. Et c'est intéressant aussi dans le choix des hommes qu'il a fait. Parce qu'il prend pas Romario. Donc il a pris des gens à sa place. Il prend par exemple le joueur qui a marqué un doublé contre le Venezuela. Edilson. Non, c'est pas Edilson. C'est Luisao Goulart, c'est qui ça. marque le 2 buts le jour de Ouais. son anniversaire. Comment tu peux objectivement dire à ce joueur-là qui t'a qualifié? Parce que aussi ils finissent 3e. C'est pas catastrophique, etc. Bon, ça paraît pas catastrophique, mais ça l'était. Il les qualifie. Tu peux pas décemment lui dire, je peux pas te prendre. Gilles, on entre dans la Coupe du Monde sans Romario, ce qui faisait débat, avec un Scolari qui retrouve un peu de tranquillité malgré toutes les blessures, les petits pépins, les histoires absolument incroyables que le Brésil a, mais cadre où il est un petit peu plus serein, où il peut commencer à travailler. Il travaille avec quel joueur du coup? Oui. Donc Raphaël le disait tout à l'heure au tout début, donc avec Marcos, Dida et Roger Goscinny qui sont les 3 gardiens. En défense, il y a Cafu, Lucio, Roque Junior qui a été aussi important puisqu'il a marqué contre la Colombie, donc un but très important en éliminatoire. Roberto Carlos, Edmilson, Belletti, et Anderson Polga et Junior. Donc, De Parme. le joueur de Parme. Donc au milieu de terrain, donc il y a Vampeta qui a marqué un doublé contre l'Argentine à domicile. Il y a Kaká, il y a Ronaldinho, il y a Gilberto Silva, et Kleberson, Denilson, Junior Paulista, Ricardinho qui est l'invité de dernière minute et Rivaldo. Et en attaque, il y a 3 attaquants, donc il y a Edilson, donc qui est pour moi, je pense, c'est le chouchou donc de Scolari, donc il y a un lien aussi assez fort entre les deux. Ronaldo, R9 et Luisao qui a marqué le fameux doublé contre le Venezuela donc lors de la dernière journée des éliminatoires. Est-ce que Luisao, il a fait aucune apparition lors du mondial en plus? Je sais pas. Non, il fait aucune apparition. 0 match. Non, il fait 0 match. Mais on a l'impression que c'est vraiment dans la logique de le remercier, un peu comme Oui, Palermo bien sûr. avait fait avec Maradona avait fait avec Palermo en 2010, tu vois. Donc on est dans cette logique-là, donc de ramener un mec qui a rendu service. Ou Mamadou Sakho en 2014. Non, je rigole. Non, mais lui, il était blessé. C'est pas Ouais, c'est mais voilà, donc cette équipe du Brésil, donc elle part avec ces 23 là, et aussi elle joue avec, on va dire que l'équipe qui ressort dans la compétition, c'est Marcos dans les buts, avec une défense à 3 avec Edmilson, Lucio et Roque Junior. Et sur les côtés, donc il y a Cafu et Roberto Carlos, et au milieu de terrain, donc c'est là où il y a la révélation, donc c'est Gilberto Silva. Et Kleberson. Et Kleberson, mais surtout Gilberto Silva qui n'a pas de vécu en fait au niveau international de très haut niveau. Il n'a pas fait les compétitions, donc que ce soit les Copa América ou la Coupe des Confédérations avec le Brésil. Même Kleberson, c'était quand il jouait à Paranense, c'était avant qu'il aille à United, donc c'était aussi C'était avant. C'était avant, donc c'était. Voilà, il avait un peu plus de passif, mais aussi les deux, ils étaient assez inexpérimentés et ils se sont. Et donc voilà, ils ont pris leur responsabilité, même si c'est Junior Paulista qui commence la Coupe du Monde. Ouais. Et ensuite voilà, donc devant les 3 R, donc Ronaldinho, Rivaldo et Ronaldo en pointe. Mais contre la Belgique, j'avais vu et Edmilson qui avait joué un peu plus haut, et en fait ça faisait un système à 4 avec Juninho qui était un peu plus devant, et j'avais l'impression que quand j'avais revu le match contre la Belgique en 8e de finale, il y avait eu on retrouvait plus ce triangle magique devant, et ça le faisait pas en fait. C'était que il n'y avait pas cette osmose et qui a fait la différence notamment en quart de finale contre l'Angleterre en fait. Avoir vraiment ce trio devant, électron libre et détaché du milieu de terrain, et pas les mélanger entre guillemets avec des joueurs plus bas. Ce qui frappe le plus avec cette équipe du Brésil durant la compétition 2002, c'est qu'en fait c'est avant tout une équipe équilibrée. C'est une équipe qui connaît ses bases et qui est extrêmement disciplinée. Oui, on retient tous le Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, mais si ces personnes-là ont fait la compétition qu'ils ont fait, c'est aussi parce que derrière il y avait l'équilibre qui leur permettait de s'exprimer. Tu parlais d'Edmilson tout à l'heure. Edmilson a un rôle très particulier dans cette tactique-là, parce que on joue avec une défense à 3 et un milieu à 2. La réalité, c'est qu'Edmilson, en fait, en fonction de la physionomie du match, en fonction des actions, il pouvait être libéraux, donc derrière Marcos Junior, Roque Junior et Lucio, et puis tout de suite après se mettre entre Kleberson et Gilberto Silva et Juninho dans les matchs précédents. Donc il se mettait comme ça entre demi-centre, un peu derrière les deux milieux, et juste après libéraux. Donc ça veut dire que si pendant les débuts de la compétition
il y a eu un doute autour des qualités d'Edmilson. Est-ce qu'il se projetait trop? Est-ce qu'il était pas assez défensif, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, ça va être son rôle qui va être un des plus déterminants et qui va se permettre à Gilberto Silva de briller défensivement et Roque Junior également. Mais très, très critiqué aussi, il faut le noter, Edmilson, surtout dans le marquage. Scolari disait pendant les matchs de poule que le Brésil prenait trop de buts, un contre la Turquie et deux notamment contre le Costa Rica, un relâchement en fin de match. Ouais. Et en fait, Scolari qui mettait en avant, voilà, Edmilson, tu disais, il jouait parfois même libéraux et qui était un peu nonchalant sur certains replis et le marquage. Et je pense que ça a été... Ça a duré 2 matchs. Ça a duré 2 matchs, mais justement, je pense que le travail de Scolari était très important parce que, voilà, on savait que offensivement, le Brésil, ils avaient mis 11 buts en 3 matchs lors des phases de poule. Mais il fallait vraiment noter aussi que, comme tu disais, que les 3 de devant, s'ils pouvaient briller, c'était aussi grâce à cette solidité défensive. Donc il fallait garder cet équilibre justement pour avoir cette largesse offensive. Parce que quand le cliché qu'il y a autour des Brésiliens, c'est ce fameux Joga Bonito, et ça vient beaucoup plus facilement quand on voit une équipe brésilienne championne du monde avec Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. La réalité, c'est que c'était pas du tout Joga Bonito, c'était sérieux. C'était très sérieux. Surtout qu'on l'a vu. C'était sérieux. Et limite, c'est ce qu'on a vu par la suite dans les formations à venir. C'est-à-dire que là, depuis quelques années, on voit qu'il y a de moins en moins de joueurs Joga Bonito, comme tu disais, qui sortent parce que on a un jeu brésilien emmené notamment par Dunga quand il est devenu par la suite sélectionneur, avec beaucoup de joueurs basés sur le physique assez rude. Et là je pense que la part, on va dire, de joueurs physiques et rudes a été un peu trop mise en avant. Donc voilà, que ce soit en 2000, en 90, en 80 ou aujourd'hui, la solidité brésilienne fait vraiment part de cette victoire et tout aussi importante, voire plus que la folie offensive. On va reprendre quand même le calendrier suivi par le Brésil sur cette Coupe du Monde, reprendre un petit peu les matchs. D'abord une phase de groupe où on voit le sérieux, mais ça a mis du temps quand même à se mettre en marche. Surtout que c'était un groupe assez facile. Accessible. On va dire accessible. Avec un match compliqué dès le début. Donc c'est-à-dire que voilà, d'entrée, voilà, il faut être rentré dans la compétition de la meilleure des manières. Et bon, c'est vrai que voilà, donc les Turcs ont posé beaucoup de difficultés aux Brésiliens. Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient aussi une grande crainte, les défenseurs d'Hakan Şükür, que voilà, qui connaissaient la qualité. Et après, il y a ce but d'Hasan Şaş qui justement donc met tout en doute, parce que voilà, vous rentrez à la mi-temps avec 1-0 avec la France qui perd en début de tournoi avec la plupart des grandes nations qui font une prestation mi-raisin. Donc là, tu rentres avec le doute. Mais après, il y a ce coup de folie qui donne un lien entre l'équipe de 98 et l'équipe de 2002. C'est que le dernier but du Brésil en 98 a été marqué sur un centre pied gauche de Rivaldo pour un but de Ronaldo. Du droit. Et là, du gauche en 98 et du droit en 2002, justement. Donc c'est les deux mêmes protagonistes qui reviennent et qui remettent le Brésil dans le sens de la marche. Surtout qu'en plus, dans ce match-là, la Turquie, je trouve que t'as pas assez appuyé là-dessus. Ils jouaient vraiment sans complexe et ils étaient vraiment à un très très bon niveau. C'est pas une question de jouer sans complexe ou pas, c'est de jouer un match de Coupe du Monde et il faut se dire que voilà quoi. L'implication qu'il faut. Il faut avoir une implication qui soit nécessaire pour se dire tiens, voilà, il y a la possibilité de se qualifier en 8e de finale, il faut que contre le Brésil, face à l'équipe la plus forte du groupe, que l'on montre en fait qu'on essaie de jauger notre niveau pour savoir si on va loin ou pas. Ouais, mais ils ont joué avec une certaine maturité pour une équipe quand même relativement, voilà, hormis l'Euro 2000, inexpérimentée, c'était vraiment remarquable. Enfin, il faut pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les Brésiliens, quand ils arrivent à la Coupe du Monde 2002, ils ont perdu leur couronne de champion du monde, ils ont perdu leur couronne de la Copa América, ils ont même perdu la Coupe des Conférences. Ça veut dire que c'est une équipe qui a perdu toutes les couronnes qu'elle avait gagnées les 5 années qui précédaient ce tournoi-là. C'est aussi, tous les joueurs ont vu que le Brésil avait eu des difficultés pendant les qualifications. Donc ça veut dire que si à un moment donné où tu dois tenter ta chance au maximum, c'est contre ce Brésil-là à ce moment-là. C'est normal. Après, les Brésiliens ont aussi montré beaucoup de sérieux sur cette phase de groupe qui était certes accessible. Ils ont marqué énormément de buts. Le reste du groupe, du coup, Radin ? Donc c'est la Costa Rica et la Chine. 4-0 contre la Chine.
Voilà, la Chine qui n'a pas réussi à sortir des poules. Et vous avez le Costa Rica où il gagne 5-2. Et là, pour le coup, on a senti des Brésiliens aussi, peut-être Edmilson qui marque, etc. On a peut-être vu des petits signes comme ça de fébrilité par moment, mais c'est vite fait tué. Pourquoi Pourquoi déjà réglé en fait. Surtout que le premier match, c'est le plus compliqué du groupe, ils l'ont gagné, c'était déjà cuit. Enfin, je veux dire, la Chine-Costa Rica, voilà, surtout la Chine, enfin, c'était pas. Après, attention, leur entraîneur, j'ai oublié comment il s'appelle le nom malheureusement, mais c'est la première fois de sa carrière qu'il ne qualifie pas une équipe en huitième de finale. Exactement. Ouais. Donc il qualifie tout le monde jusqu'en 2002 et en 2002, l'entraîneur de la Chine, il n'a réussi pas. C'était quasiment une mission impossible. Il a réussi toutes les missions. Oui, mais là, on fera peut-être une émission spéciale sur la Chine et le football dans cette partie-là du monde, dans les libéraux, peut-être pour revenir sur les beaux maillots du Japon. Comme ça, on sera un petit épisode Olive et Tom spécial libéraux. Mais on arrive surtout maintenant sur la phase d'élimination directe. On a pour habitude de dire que les matchs sérieux commencent là, Gilles. Oui. Difficile de donner tort. Ben, Raphaël disait tout à l'heure par rapport au match contre la Belgique, les Belges ont pris les Brésiliens de la meilleure façon possible. Donc, c'est-à-dire que défensivement, il fallait être présent. Et donc, c'est ce qui donner le peu de solutions possibles à cette équipe. Et donc, cette équipe belge qui a marqué en plus un but qui a été refusé. Qui était valable. Enfin, valable. Après, c'est l'appréciation de l'arbitre. Qui a été refusé. Qui a été refusé. Donc, il a estimé, que qu'il y avait poussette. Elle était somme toute légère. Sur des détails, ça aurait pu vraiment. Ça aurait pu basculer de l'autre côté, effectivement. Mais après, c'est là en fait que dans ces matchs-là où quand t'as pas forcément les solutions face à une équipe de Belges qui est bien regroupée, qui justement joue les coups à fond, qu'il faut que la lumière vienne d'un joueur et donc du génie d'un joueur. Et ce génie-là, c'est qui ? C'est Rivaldo. Et Ronaldo, le centre aussi. Moi j'ai l'enchaînement, il est d'un autre temps. Je sais pas si un joueur aujourd'hui peut faire ce type de mais moi ce but-là, moi j'ai surtout retenu les deux, mais pas que l'enchaînement de Rivaldo, mais le centre extraordinaire de Ronaldo. Le centre extraordinaire, mais il faut réussir à le contrôler. Mais les deux. Non mais c'est les deux. Non mais c'est pour ça que je dis les deux. C'est une belle action. Exactement, voilà. Et voilà, après les Brésiliens, justement, qui essaient qui jouent, qui prennent les Belges en compte en fin de rencontre. Ronaldo qui marque le deuxième but. Et après, il y a ce match important contre les Anglais, qui est le match le plus dur, où même, il y a aussi des absences défensives. Lucio. Lucio qui donne le ballon à Owen, cadeau, et qui va marquer. Et après, les Brésiliens, encore une fois, c'est cette rigueur qu'il y a dans l'axe, en défense au milieu, qui permet justement, à partir de la récupération de Roque Junior sur Beckham, qui permet de voir cette équipe qui part justement sur le but de Rivaldo avec Ronaldinho qui mystifie Ashley Cole. Mais ce qui est en fait, ce qu'on renote, c'est que le 8e de finale, les 3 de devant ont tous été, on va dire, un marqueur important sur un match. En 8e de finale, comme tu dis, c'est un exploit de Rivaldo. En quart de finale, c'est Ronaldinho, que ce soit sur l'égalisation, le coup d'éclair et le coup franc. Puis en demi-finale et en finale, R9. Donc c'est ça qui a été vraiment R9, incroyable. Le même but qui met le but de Romario contre la Suède en 94. Exactement le même. 5 joueurs et un pointu. La résurrection de R9, Raph. Oui, bien sûr. Et on a une petite anecdote aussi sur sa coupe de cheveux qui apparaît à partir des demi-finales. Monsieur anecdote ce soir. Cet après-midi ou ce matin, Raph. C'était la fameuse coupe qui avait été faite parce qu'il avait eu une petite douleur après le Brésil-Angleterre et Dida qui l'avait rasé le lendemain pour lui dire écoute, moi ça me saoule les médias, il faut que parler de ça. Il faut faire diversion. On va faire diversion, fais-moi une coupe horrible, au moins on va parler que de ça et je vais être relax pour la demi-finale. Puis au final, demi-finale, il marque un but vraiment en solitaire. Et le doublé un match qui est très dur. Et la finale très défensive, il a eu 2 occasions de but. Voilà. Finale contre l'Allemagne. L'Allemagne d'Oliver Kahn et Oliver Kahn, pour moi, de Michael Ballack ce jour-là. Michael Ballack aussi. De Michael Ballack, le malheureux. Malheureux. Entre autres. Exactement. Ce qui est marrant avec ce match, c'est vraiment le match, c'est le match rêvé en fait. Quand on aime le foot, c'est les deux plus grandes nations du football de l'histoire qui s'affrontent ironiquement pour la première fois ou d'une des premières fois en Coupe du Monde, et ça se termine il y a quoi, il y a 7 étoiles sur le terrain, mais c'est Ronaldo qui a gagné. Petite question pour terminer, et vous me répondez en un mot, qu'est-ce qu'on retient de ce sacre? Résurrection, Ballon d'Or, R9. Résurrection. La résurrection de Ronaldo, mine de rien.
Rivaldo, excusez-moi, mais parce qu'on va tous dire, on va tous dire R9, mais Rivaldo, ce qu'il fait, cette Coupe du Monde, il faut que tout le monde voit ce qu'il a fait, et c'est pour ça que j'invite les auditeurs à regarder sa compétition.